Adrien Wanko, donc professeur, alors je retrouve mes notes, de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, associé à l'Université de Strasbourg. Ensuite, en tant que membre examinateur, nous avons M. Mathieu Gauthier, maître de conférence HDR à l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon. Moi-même également. Et la thèse de Taux a été dirigée par Mme Béatrice Béchet, directrice de recherche, et Liliane Jansoro. Et j'ai oublié, Madame Gromer, Christine Gromer, donc membre invité, en tant que directrice de recherche de l'École nationale des sciences et choses, de Marne-la-Vallée. Voilà, vous allez avoir 45 minutes pour présenter vos travaux de thèse, et à l'issue de ces 45 minutes, nous aurons des échanges avec les différents rapporteurs et examinateurs. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ici à l'Amphi ou via Zoom à ma soutenance de thèse intitulée « Dynamique des contaminants métalliques en gestion des eaux pluviales à part de la spéciation physique et chimique ». Cette thèse a été réalisée sous la direction de Béatrice Béchet et avec l'encadrement de Liliane Jansoro. Les travaux ont été cofinancés par l'Université Gustave Eiffel et la région Pays de la Loire. Pour commencer, pourquoi nous intéressons à la gestion des eaux pluviales? Comme vous savez tous, l'urbanisation ne cesse d'augmenter. L'urbanisation ne cesse d'augmenter et on estime que jusqu'à 2050, 70% de la population mondiale vivront en ville. Et avec cette croissance des villes, la surface imperméabilisée se répand et qui induit à un ruissellement important jusqu'à 55% en ville face à seulement 10% en zone naturelle. Et avec cette augmentation de volume de ruissellement, la qualité des eaux ruisselées est questionnée puisque les eaux de ruissellement récupèrent les éléments qui se trouvent sur le chemin, donc sur les surfaces imperméabilisées, comme sur les toitures ou les routes. Donc ces éléments récupérés sont les dépôts atmosphériques issus des activités anthropiques et qui peuvent être classés dans différents groupes de polluants, les polluants inorganiques ou organiques comme les métaux, ou voire encore maintenant les plastiques. Donc par le ruissellement, ces polluants vont se concentrer dans les systèmes de drainage et vont être évacués ensuite dans les milieux récepteurs, ce qui poserait un impact sur les organismes vivants qui s'y trouvent. Donc le ruissellement en milieu urbain ne cause non seulement les risques d'inondation, mais aussi les risques de pollution. C'est pour ça que la gestion des eaux pluviales est nécessaire avec les ouvrages de deux fonctions majeures, hydrauliques et épuratoires. Donc ce sont les systèmes de rétention des eaux, comme ici les zones humides ou les bassins, ou voire encore les systèmes de détention comme des toitures végétalisées et les systèmes d'infiltration comme ici via les noues. Le retour d'expérience de ces ouvrages installés, pratiqués en ville, est souvent centré sur la fonction hydraulique. Pourtant, l'efficacité épuratoire joue un rôle important afin de préserver la qualité du milieu aquatique. Et c'est autour de cette performance épuratoire des ouvrages que s'inscrivent ma thèse.
Tout d'abord, nous observons maintenant un peu sur les concentrations en matière en suspension dans les eaux entrées et sorties, issues des ouvrages dans les zones comme les autoroutes, les parkings ou les zones résidentielles. Ce sont les données synthétisées dans une revue de Raise. Et on observe que en entrée, les concentrations restent plus élevées au seuil du système d'évaluation de qualité de l'eau. Et aussi sur les concentrations de cuivre que j'ai récupérées, issues des ouvrages du projet Nantes Métropole, du projet Matryoshka. Donc, on observe que en sortie, les concentrations du cuivre restent encore plus élevées par rapport à la norme qualité environnementale des eaux de surface. Et afin de comprendre ces concentrations élevées en sortie, l'étude de Bebahani a mis en évidence une remise en suspension des particules de taille inférieure à 10 microns. Et ils ont observé aussi que les métaux comme le cuivre, cadmium, nickel sont plutôt liés à ces particules de petite taille plutôt que les tailles supérieures. Donc c'est pourquoi, selon la littérature, afin de comprendre le différenciement épuratoire et le risque associé, j'ai pu identifier 3 points à regarder. Premièrement, c'est la forme de particules portant les polluants, donc les spéciations physiques des polluants. Deuxième point, c'est sur la manière dont les polluants sont liés, donc la spéciation chimique. Et dernier point, c'est sur la remobilisation des polluants à partir des sédiments. On va voir maintenant sur le premier point sur la spéciation physique. En fait, en solution, les polluants sont liés à les particules de différentes tailles. D'abord, les tailles supérieures à 10 microns sont les grosses particules qui sont facilement sédimentées. Entre 10 microns et 1 nanomètre sont les particules de petite taille qui sont aussi appelées les colloïdes. Et ces particules sont connues pour les propriétés particulières comme la surface d'absorption importante des polluants ou encore la capacité de s'agréger ou désagréger. Inférieurs à 1 nanomètre sont les éléments qui ont les dissous, donc avec une disponibilité pour les organismes vivants. Malgré ces formes variées des particules, la réglementation de qualité de l'eau utilise la coupure à 0,45 pour définir la forme particulière ou dissoute de polluants. Et que les études de performance opératoire utilisent cette coupure à 0,45 pour définir la capacité d'élimination des polluants de l'ouvrage. Pourtant, comme vous voyez ici, la fraction inférieure à 0,45 contient encore les colloïdes, donc avec de mobilité importante, qui participeront, qu'on suppose que ces particules participeront au diffonctionnement épuratoire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de regarder sous quelle forme les polluants se présentent dans les eaux au sein de l'ouvrage. Au suivant, sur le deuxième point, la spéciation chimique. En fait, en solution, les métaux sous forme dissous, c'est un ensemble des métaux libres, donc sous forme des ions, ou les métaux liés avec les ligands organiques ou inorganiques. Donc ces composés se diffusent et les métaux libres, donc les ions libres, ont une capacité de traverser la membrane cellulaire et donc ils sont biodisponibles et à forte dose, ils poseront le risque pour les organismes. Pour les métaux liés à des ligands, donc le métaux peut se dissocier, se séparer de ces ligands et devient à nouveau libre et donc biodisponible. Donc la capacité que les polluants se séparent facilement de ces ligands est appelée la fraction labile de métaux, et qu'afin d'évaluer, connaître le risque sur les organismes, on observe la fraction labile présente dans les eaux. Sur
sur la troisième point sur les sédiments. Donc le sédiment est une matrice complexe que souvent on schématise par les constituants minéraux comme les argiles, les oxyhydrosides, ou encore les minéraux primaires, ou par les constituants organiques comme la matière organique qui ont d'origine anthropique ou naturelle. Donc les polluants sont liés avec ces constituants, donc les phases porteuses. Et en fonction de la force de liaison de ces polluants avec ces phases porteuses, que le polluant est plus ou moins mobile et poseront donc un risque de relayage en solution. Maintenant, si on regarde un peu sur la liaison entre le polluant et le constituant minéraux et organiques dans le sédiment, les liaisons sont plutôt soit sur la surface de ces phases porteuses, soit le polluant est inclus dans la structure de ces constituants. Et une étude de Anne Rubai a observé qu'avec le vieillissement de l'ouvrage, donc ils ont observé les plusieurs ouvrages de plusieurs années, il observe que dans ces ouvrages plus vieux, les concentrations de cuivre, de cadmium ou de plomb, de zinc sont plus fortes que plutôt par rapport à les ouvrages jeunes. Donc on suppose que dans les sédiments vieux, le constituant organique du sédiment ont du temps de se développer et que les métaux dans ces sédiments ont aussi du temps à former des liaisons plus fortes avec ces constituants. Donc on voudrait savoir l'influence de la maturité des sédiments sur la mobilité des métaux. Donc on vient de voir les questions invoquées pour comprendre le fonctionnement épuratoire et le risque associé. Donc pour répondre à ces questions, on a choisi un site d'études représentatif de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain qui se trouve sur la périphérique nantaise, traversant la Loire ici. Et ce site est constitué du pont Cheviré, mis en service en 1991, avec un fort trafic de l'ordre de plus de 100 000 véhicules par jour. Et les eaux de ruissellement du pont, de la partie sud du pont, vont être récupérées dans un bassin situé au pied du pont, ce qui correspond à une surface contributive du pont environ 2 hectares. Et l'eau retenue dans le bassin, au-delà de 1,20 m, vont être surversées directement dans la Loire. Donc le bassin, au cours de ma thèse, j'ai pu voir le bassin dans deux configurations. La première, c'est le bassin est bien occupé par la végétation, donc une présence de carrément un îlot au cœur du bassin, avec la répartition des hautes herbes, et que l'eau coule dans le bassin, l'eau se répartit de part et d'autre de l'îlot et formait les chenaux. On a observé les chenaux principaux. Et après environ 30 ans de fonctionnement, le bassin a été curé totalement pour la première fois en juillet 2020, et qu'à l'issue de cet curage, nous avons profité pour effectuer la topographie du bassin. Et du coup, on a observé une profondeur maximale de l'ordre de 2,20 m vers la sortie du bassin. Donc ici, je schématise un peu le bassin cheviré, le bassin d'études, avec les eaux d'entrée. En entrée sont les eaux de ruissellement et en sortie sont les eaux de surface surversées et les eaux d'infiltration.
afin de comprendre l'efficacité préparatoire et l'impact de l'environnement sur l'environnement du bassin. Donc, les questions posées sont, la première, c'est sur le bilan entrée-sortie des polluants dans les eaux du bassin, donc les eaux entrées et sorties. La deuxième, c'est sous quelle forme se présentent les polluants en entrée et en sortie, avec les formes particulières ou colloïdales ou dissous. La troisième question, c'est sur la présence de la fraction labile des polluants en entrée et en sortie de l'ouvrage, avec un système de gel diffusif. Et la dernière question, c'est sur l'influence de la maturité des sédiments sur la mobilité des métaux. Donc, afin de répondre à 4 questions au cours de ma thèse, j'ai pu suivre les différents paramètres. Donc, les paramètres du site avec le trafic, la pluviométrie, le débit, les paramètres physico-chimiques, et on a analysé les différents éléments. Au niveau des éléments traces, donc le cuivre et le zinc sont les 2 polluants qui sont majeurs dans les eaux de ruissellement et sont les 2 éléments sont plus étudiés dans ces eaux. Et à la suite de la présentation, je vous présente plutôt sur le cuivre, puisque quand vous observez sur le cuivre au niveau des émissions atmosphériques en France, le cuivre ne baisse pas au cours du temps, et par rapport à le chrome et le nickel, et que quand vous observez la contribution de différentes sources dans ces émissions, le transport et surtout le transport routier contribue, c'est une contribution majeure dans ces émissions jusqu'à 94% en 2020. En effet, il y a une étude d'abrasion des plaquettes de frein avec les simulations de circulation en ville. On observait que le cuivre et l'antimone sont les traceurs principaux de ces usures des plaquettes de frein, et que ces éléments qui se trouvent dans les eaux de ruissellement poseront les effets toxiques pour les organismes en milieu de récepteurs. Donc, nous passons maintenant pour la première question sur le bilan de concentration entrée-sortie de polluants, donc ici sur le cuivre dans les eaux du bassin. Tout d'abord, pour échantillonner les eaux de ruissellement, donc on a installé un système de prélèvement automatique avec un échantillonneur lié à une sonde de mesure de hauteur d'eau et une crépine pour le pompage des eaux. Donc, au total, sur une durée de 1 an, j'ai pu suivre 8 éléments en entier, et avec la mesure de hauteur d'eau dans la buse, avec l'installation des passoires gradulées collées aux parois de la buse entrée du bassin, j'ai pu calculer le débit à partir de ces données, et que concrètement au niveau de mode d'échantillonnage, je vous montre ensuite, c'est-à-dire que sur une durée de l'événement, la fréquence de l'échantillonnage est de l'ordre de 15 à 30 minutes selon la durée prévue. Et par exemple ici, pour l'événement du 15 février, ici vous voyez la variation du débit avec un pas de temps de 5 minutes, et en rouge sont les échantillons prélevés avec un pas de temps de 30 minutes. Et chaque échantillon ont été analysés pour les paramètres physico-chimiques et concentration des éléments. Donc on a pour chaque point échantillonné la concentration totale des éléments. Ici c'est pour le cuivre, et la mesure et le débit calculé. Donc afin d'avoir une concentration représentative de polluants par l'événement, on a
On a calculé la concentration moyenne par événement, qui s'est calculée par la masse totale de polluants calculée à partir de concentration et débit sur le volume total de ruissellement. Passons maintenant pour les eaux de surface au niveau de prélèvement. Je prélevais à partir d'une perche afin d'éviter la remise en suspension des matières déposées sur le fond. Et pour après, environ 48 heures après l'événement, puisque c'est un temps, on suppose qu'un temps nécessaire pour que le bassin soit en état stationnaire, et qu'on a prélevé un échantillon de 2 litres par zone, entrée, milieu et sortie. Et aussi, on a aussi prélevé quelques échantillons dans la surverse. Pour les eaux d'infiltration, l'échantillonnage a été effectué à travers des mini piézomètres. Donc, le vidange a été effectué avant chaque prélèvement et que, pareil, on a prélevé pour chaque zone entrée, milieu et sortie. Donc maintenant, je vous montre un peu quelques résultats sur la concentration totale dans les eaux de ruissellement. Donc, à partir des événements suivis, la concentration moyenne du cuivre est de l'ordre de 225 microgrammes par litre. Pour le zinc, est plus de 900 microgrammes par litre. Et pour l'antimoine, 30 microgrammes par litre. Et afin de voir la liaison entre la concentration des polluants avec les paramètres du site, comme le temps sec avant l'événement et le nombre de véhicules circulés durant ce temps sec, j'ai effectué une corrélation. Et ici, vous observez que seulement le cuivre et l'antimoine qui présentent une corrélation avec les paramètres du site. Ce qui signifie que ces deux polluants, cuivre et l'antimoine, correspondent à une signature en lien avec le trafic, puisque le pont, avec une pente de plus de 6%, il est nécessaire le freinage est nécessaire, donc l'usure des baquets de frein, sachant qu'au niveau du ratio cuivre-lantimoine dans les eaux de ruissellement que j'ai pu observer, il est de l'ordre de 7,1. Et donc les poussières de route dans l'étude de Stops et Harrison, le ratio est de l'ordre de 5,1. Pour synthétiser sur la concentration totale du cuivre dans les eaux d'entrée, donc les eaux de ruissellement, donc on observe une forte variation de 200 à 600 microgrammes par litre. En fait, cette variation provient de la variation entre l'événement et aussi au cours de l'événement. Donc la concentration moyenne dans les eaux d'entrée de cuivre dans les eaux d'entrée est de l'ordre de 220 microgrammes par litre. Pour les eaux de sortie, donc les eaux de surface, on observe une faible variation. Donc, on suppose une faible variation entre les zones de prélèvement et qu'entre les eaux de ruissellement et les eaux de surface, dans les eaux de surface, la concentration est 10 fois moins élevée par rapport à les eaux de ruissellement, ce qui correspond bien à la sédimentation au sein du bassin. Si on observe maintenant les concentrations de cuivre dans les eaux d'infiltration, donc il y a une plus forte variation et qu'une moyenne 2 fois plus par rapport à la concentration dans les eaux de surface. Et pourquoi une telle augmentation? Donc on suppose que en fait, les petites particules, donc les colloïdes, issus des eaux de surface et aussi les sédiments, continuent à s'accumuler dans le substrat alluvionnaire sableux du bassin, et que le bassin, comme le bassin a connu 30 ans de fonctionnement, il y a une forte accumulation de ces fractions, et quand on prélève, ça remobilise ces fractions et du coup, ça augmente la concentration dans les eaux d'infiltration. Pour les concentrations inférieures à 0,45,
Donc en sortie, on observe que le cuivre, dans la concentration du cuivre reste plus élevée par rapport aux normes de qualité environnementale des eaux de surface. Passons-nous maintenant à la deuxième question sur les formes qui se présentent des polluants dans les eaux. En fait, les formes particulières, colloïdales et dissous des polluants sont définies dans différentes études. Et vous observez dans la plupart des études, ils utilisent la coupure à 0,45 pour définir la forme colloïdale. Pourtant, cette forme colloïdale, avec une capacité d'agrégation importante, peut augmenter jusqu'à 10 microns. C'est pourquoi notre étude a effectué un fractionnement plus précis avec les coupures à 8 microns, à 1 micron, à 1,2 micron, à 0,45 et à 5 kDa, sachant que pour 1 kDa, c'est environ 1 nanomètre. Pour fractionner les eaux de ruissellement, donc j'ai travaillé avec les échantillons composites, en fait parce que chaque échantillon brut prélevé par le préleveur ont été analysés pour les paramètres physico-chimiques et aussi les concentrations totales. Et du coup, j'ai formé les composites à partir des sous-échantillons de ces bruts, comme par exemple ici l'événement du 15 février. Donc j'ai formé 4 composites. Donc le premier est un mélange des sous-échantillons de ces 4 premiers bruts. Donc les composites des eaux de ruissellement, comme ils sont chargés, donc je laisse décanter pendant 2 heures avant de passer à la cascade de filtration et ultrafiltration. Donc les surnageants passent premièrement une filtration à 8 microns. Donc les analyses du filtre donnent l'information sur la fraction de 30 microns à 8 microns pour les eaux de ruissellement, donc ce qui correspond à la forme particulière. Tandis que pour les eaux de surface et d'infiltration, il n'y a pas cette décantation de 2 heures. Donc la forme particulière correspond à la fraction supérieure à 8 microns. Au suivant, le filtrat à 8 microns passe la filtration à 1,2 et pareil, l'analyse du filtre donne l'information pour la fraction de 8 à 1,2. Donc la forme colloïdale correspond à la fraction de 8 à 5 kDa et la dernière forme, la forme dissous, correspond à inférieure à 5 kDa, correspond à une ultrafiltration du filtrat à 0,45. Maintenant, je montre ici les résultats obtenus sur la distribution des formes du cuivre en pourcentage dans les eaux de ruissellement, eaux de surface et d'infiltration. Dans les eaux de ruissellement, on observe que la forme particulière est environ de 60%, tandis que cette forme du cuivre dans les eaux de surface est de l'ordre de 5%, ce qui signifie bien une sédimentation au sein du bassin. Pour les eaux d'infiltration, il y a une augmentation, la fraction particulière est de l'ordre de 50%, et on suppose que les fractions colloïdes dans les eaux de surface de 2 à 0,45 participeront à cette accumulation de la forme particulière du cuivre dans les eaux d'infiltration. Pour synthétiser ce qu'on vient de voir sur le cuivre au sein du bassin, donc on a vu qu'à la sortie dans les eaux de surface surversées du bassin, la concentration totale du cuivre est 10 fois moins par rapport aux eaux de ruissellement et 4 fois moins pour les eaux d'infiltration.
et la forme colloïdale et dissous du cuivre sont bien présents dans les eaux sorties du bassin, et que comme la forme colloïdale est une forme assez mobile, donc ils pourront poser des impacts sur l'environnement. Passons maintenant à la troisième question sur la présence de la fraction labile du cuivre dans les eaux entrées et sorties. Donc pour étudier la fraction labile, on a utilisé une technique du gradient de diffusion dans les couches minces, dit aussi DGT. Cette technique représente le domaine le domaine de diffusion et la membrane cellulaire dont le gène récepteur. Donc ici, le polluant traverse la membrane filtrante à 0,45 et le gel diffusif standardisé pour arriver fixé sur le gel récepteur de type Kelex 100 pour les analyses des métaux. Donc concrètement, pour calculer la concentration déterminée à partir de DGT, on utilise la formule calculée avec la masse de polluants accumulés sur le gel récepteur en fonction de la surface exposée de solution et le temps de déploiement de 48 heures. C'est un temps qu'on a définir à partir d'un test in situ sur le terrain dans les autres surfaces afin d'avoir une masse accumulée maximale de polluants dans les DGT. Et aussi, il y a aussi le coefficient de diffusion qui dépend de la température de solution, participe aussi dans la formule. Et pour déterminer la fraction labile du cuivre, c'est le ratio de ce concentration DGT sur la concentration inférieure à 0,45. Donc, je vous montre maintenant les méthodes de déploiement de DGT dans différentes eaux. D'abord, pour les eaux de ruissellement. Donc, je travaille pour les eaux de ruissellement, je travaille avec les mesures ex situ, du coup, c'est au laboratoire, avec les échantillons composites. Donc, par exemple, ici, pour l'événement du 15 février, pour les analyses de spécialisation chimique, du coup, j'ai pu former 5 composites pour 3 réplicas pour chaque composite, donc un DGT par flacon. Et au total, j'ai pu suivre 4 événements au cours de ma thèse pour les analyses DGT dans les eaux de ruissellement. Pour les eaux de surface, du coup, pour les eaux de surface, les mesures ont été effectuées sur le terrain avec un système mini téléphérique. Donc sur cela, on accroche les flottants qui portent 2 DGT. Donc on a laissé 3 flottants, donc un flottant par zone entrée, milieu, sortie dans les eaux de surface du bassin. Pour les eaux d'infiltration, on a utilisé un collier de 2 DGT trempé, mis en place dans les mini-piézomètres dans les zones entrée, milieu et sortie. Au niveau des résultats obtenus sur la fraction labile du cuivre en pourcentage dans les différentes eaux entrée, milieu, entrée et sortie. Donc dans les eaux de ruissellement, 35% du cuivre sont labiles, tandis que dans les eaux de surface, environ de 15%, et dans les eaux d'infiltration, 30%. Cette variation de pourcentage de cuivre labile dans différentes eaux dépend de la nature des ligands, donc effectuer la force de liaison de ces composés, et aussi le fait qu'on a, sans oublier le fait que les mesures pour les eaux d'entrée sont ex situ au laboratoire, et que en sortie, les eaux surface et d'infiltration sur le terrain. Pour synthétiser,
sur la concentration inférieure à 0,5 du cuivre, donc au sein du bassin. Donc, la moitié du cuivre de concentration inférieure à 0,5 du cuivre se trouve dans les eaux de surface surversées et dans les eaux d'infiltration, et que le cuivre labile, même si ça diminue dans les eaux sorties, mais il reste quand même potentiellement biodisponible avec les concentrations supérieures aux normes de qualité environnementale des eaux de surface. Maintenant, passons-nous à la dernière question sur l'influence de la maturité des sédiments sur la mobilité des polluants. Donc, on a connu les sédiments. Donc, on indique que les jeunes sédiments déposés pour une durée de 8 mois, et selon le vieillissement de l'ouvrage, donc la maturité des sédiments. Les sédiments, on dit matures, avec une durée de 30 ans. Et chaque échantillon vieux et jeune ont été échantillonnés par 9 zones déterminées du bassin, et qu'on a analysé la concentration des polluants, des éléments dans ces 18 sédiments. Et pour les études de fraction de la mobilité de polluants dans ces sédiments, on a choisi analyser pour les échantillons jeunes et vieux dans les zones entrée, milieu et sortie ici. Donc, afin d'observer et d'étudier la fraction mobile du polluant dans les sédiments, on a utilisé deux types de extractants. D'abord pour les extractions simples. Donc, le premier extractant, c'est le chlorure de calcium, c'est un réactif visé pour attaquer les liaisons, comme les liaisons faibles, comme les échanges ioniques, donc ce qui permet de déduire la fraction mobile échangeable des polluants dans les sédiments. La deuxième réactif qu'on utilise, c'est l'acétate ammonium, qui est un extractant un peu plus fort, qui vient attaquer aussi les liaisons comme la compensation, donc pour déterminer la fraction potentiellement disponible de polluants dans les sédiments. Afin d'avoir une vision sur les phases porteuses de polluants des phases porteuses de polluants dans les sédiments, on a utilisé les extractions séquentielles, donc les méthodes. Au début, on attaque avec l'acide acétique, qui vise pour les liaisons de polluants sur les phases argileuses pour déduire la fraction extractible. La deuxième étape avec extractant dichlorate d'hydroxyamine est visée pour la phase porteuse oxyde et oxyhydroxyde, donc pour déterminer la fraction réductible de polluants. La troisième étape qui vient attaquer la phase porteuse organique et donc la fraction oxydable de polluants. Et la dernière, via les acides, on vient déterminer la fraction résiduelle des polluants. Pour les résultats, nous observons premièrement sur les paramètres comme la perte au feu en fonction de la concentration totale du cuivre, la concentration du cuivre dans les sédiments. Donc on sait que pour les sédiments vieux, la concentration du cuivre ont une de forte concentration du cuivre avec un pourcentage de perte au feu important, et tandis que les sédiments jeunes, une concentration plus faible avec un pourcentage de perte au feu plus faible. Sachant que
La perte au feu nous aide à estimer la matière organique dans les sédiments, ce qui correspond à la présence de la végétation dans ces sédiments. Donc, on voit que dans les sédiments vieux, il y a une présence plus importante de végétation que dans les sédiments jeunes. Donc, sur les fractions mobiles et échangeables, ici, je vous présente le pourcentage du cuivre extrait par chlorure de calcium. Donc, on observe que pour les sédiments jeunes, donc la fraction du cuivre mobile ou échangeable est plus présente par rapport à les sédiments vieux. Donc, l'extraction maximale ici, c'est de l'ordre de 0,6%. Tandis que pour l'extraction avec l'acétate ammonium, comme c'est un réactif le plus fort, donc les extractions montent jusqu'à une quinzaine de pourcentage, et que on observe aussi que le cuivre potentiel disponible est plus présent dans les sédiments jeunes que dans les sédiments vieux. Sur les phases porteuses du cuivre dans les sédiments, ici je présente le pourcentage de distribution du cuivre entre les fractions extractibles, réductibles, oxydables et résiduelles du cuivre dans les sédiments. On observe que par rapport les résultats que j'ai obtenus au cours de ma thèse, avec les résultats analysés en 2011 sur les sédiments du même bassin. Donc la distribution a le même ordre de grandeur, avec en phase avec une fraction de cuivre réductible plus présent, donc ce qui correspond à une phase porteuse du cuivre majeure du cuivre pour les oxydes et oxyhydrosides, ce qui correspond bien aux sources anthropiques du cuivre liées au trafic au sein du bassin. Pour synthétiser ce qu'on vient de voir, donc le cuivre est plus extractible dans les sédiments jeunes que dans les sédiments vieux. Donc il est plus mobile dans les sédiments jeunes. Et avec le vieillissement d'ouvrage, qui correspond à la maturité des sédiments, donc la mobilité du cuivre diminue. Donc pour conclure, on vient de voir les 4 questions pour comprendre l'efficacité épuratoire et l'impact sur l'environnement du bassin. Premièrement, sur la concentration du cuivre, on observe un abattement en entrée-sortie environ de 80-90%, et le cuivre en sortie, la concentration du cuivre inférieure à 0,45 en sortie reste 20 fois plus supérieure à la norme de qualité environnementale des eaux surface, et que en fait, pour avoir un bilan complet des polluants, il faut apporter plus de propriétés hydrodynamiques comme le débit, le volume, pour avoir un bilan de masse. Pourtant, ce que j'ai effectué, c'est seulement sur la concentration. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un bilan de masse plus complet pour avoir l'information sur la performance épuratoire du bassin. Deuxièmement, sur la spécification physique, donc la répartition des formes particulaires colloïdales dissous du cuivre dans le bassin, dans les zones en bassin, on voit qu'en sortie, le cuivre présente plus de 2 tiers du cuivre total présente sous forme colloïdale, qui sont les formes mobiles, et que au sein de cette forme colloïdale, la fraction entre 8 microns à 0,45, donc ce qui correspond à environ 15%, est pas étudiée, mais pourrait contribuer au dysfonctionnement épuratoire du bassin, et qu'afin d'aller plus loin, on peut étudier les éléments porteurs des polluants dans les eaux via les observations en microscopie électronique en balayage.
Ensuite, sur la troisième question, sur la fraction labile du cuivre dans les eaux. Donc en sortie, le cuivre reste potentiellement biodisponible avec les concentrations 3 fois plus de la norme qualité des eaux en surberse et 6 fois plus dans les eaux de la filtration. Et qu'afin de comprendre la variation de l'habilité du cuivre dans différentes eaux, il faut apporter plus de compréhension sur la chimie du cuivre vis-à-vis des ligands. Dernière question sur la dernière question sur les sédiments, on a vu que en fait, la maturité des sédiments correspond à l'augmentation de la matière organique et que la mobilité du cuivre diminue avec cette maturité. Et la phase porteuse majeure du cuivre dans les sédiments au sein du bassin sont les oxydes et oxyhydrosides. Et pour aller plus loin sur cet aspect-là, on pourrait comparer la fraction labile du cuivre dans les sédiments en utilisant le DGT dans le sédiment avec la fraction extractible du cuivre. Et pour aller plus loin en supplémentaire, on peut, à partir des données que j'ai recueillies au cours de ma thèse, on peut exploiter l'antimoine au sein de l'ouvrage, qui est un traceur de trafic du ruissellement routier, et qu'à partir aussi des données que j'ai obtenues dans les eaux et les sédiments, on pourrait appliquer aussi avec les modèles géochimiques afin d'étudier l'interaction entre liquide et solide, c'est-à-dire entre l'eau de surface et sédiments, entre l'eau de filtration et le substrat, avec une variation des paramètres comme pH, afin d'évaluer la mobilité des polluants au sein de l'ouvrage. Merci pour votre attention et je veux aussi remercier à tous mes collaborateurs et collaboratrices pour la thèse. Le jury a délibéré et vous déclare docteur de Nantes Université dans la spécialité sciences de la Terre et de l'environnement, à l'unanimité. Bravo. Juste peut-être pour la diffusion de votre thèse, il y aura quelques corrections mineures qui pourront être apportées, mais les différents membres rapporteurs et les animateurs vous les transmettront. Elle pourra être diffusée dans après pour laisser quelques corrections. Ah oui, je m'oublie parce que je suis habituée, pardon. Oui, donc maintenant, petite nouveauté depuis septembre, donc on vous invite à prêter serment éventuellement si vous le souhaitez. Je ne sais pas si vous avez eu le texte du serment du docteur. Pour respecter le... Oui, vous l'avez ? Ok. Donc vous pouvez l'exprimer en français et également en vietnamien si vous le souhaitez. Donc en présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat en sciences de la Terre et de l'environnement, et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique, et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport du savoir, mes méthodes et mes résultats. Bravo. Bravo. Oui. Docteur Lang. Félicitations à vous. Félicitations. C'est quoi la suite? Tu as une idée?
Après la thèse? Ah, une grande question. Bravo, Bravo. félicitations. Félicitations. Plein de bonnes choses. Madame, bonjour. Non, non. C'est très gentil. Merci beaucoup, madame. Merci. Comment on dit merci? Gamani. Merci beaucoup. C'est correct, tu vois, c'est pas du tout. Bah, merci beaucoup. Bah, ouais. Merci. Merci pour vous. Maman est très fière. Elle est fière de sa fille. Eh bien, nous et tout, on peut faire un bisou. Félicitations, bravo, bravo, super présentation. Oui, super. C'était promis. Nous, les câlins, Ouais, nous on doit filer, mais désolé, on doit filer. Il y a Mickaël qui nous attend. Ouais, Mickaël nous attend, mais on va speeder parce que sinon il va. Voilà, et donc on est sûr que vous allez vous. Oui, on va s'occuper de tout.